À un moment de sa vie où il n'avait plus rien à perdre, plus rien à cacher, François Mitterrand livra son testament politique aux Français. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains. Ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment et pourtant une guerre à mort. Ce sont les propos qui ont été rapportés par le journaliste Georges-Marc Benamou, journaliste du Nouvel Observateur, dans un livre paru chez Plomb en 1997 qui s'appelle Le Dernier Mitterrand. Alors de deux choses l'une, ou bien il délirait, ou bien il disait la vérité, justement parce qu'il allait mourir. Donc je vous propose que nous essayions de comprendre ensemble ce qu'avait découvert Mitterrand au cours des 14 années passées à la tête de la France. C'est la conférence d'aujourd'hui qui gouverne la France et qui la gouverne réellement. Pourquoi donc les États-Unis poussent-ils tellement à la construction européenne si cette construction a vocation à s'opposer à eux? Il s'agit de la mise en œuvre d'un classique de la stratégie mondiale, en fait c'est inventé par les Chinois, qu'on appelle le stratagème des chaînes. Elle permet aux États-Unis de maîtriser l'Europe en lui imposant un système absurde autobloquant. On va voir comment ça marche. En fait, c'est assez simple à comprendre ce qu'est ce stratagème des chaînes. Je prends l'exemple d'un propriétaire d'une maison individuelle est seul maître chez lui. S'il veut repeindre ses volets, changer sa toiture, il fait quand il veut, qu'il le veut. Ça ne dépend que de lui. Mais maintenant, s'il s'agit d'un copropriétaire dans un petit immeuble de 6 appartements, le propriétaire d'un appartement dans un petit immeuble de 6 copropriétés n'est plus seul maître chez lui. S'il veut repeindre les volets, changer la toiture, il ne peut pas le faire. Il doit négocier avec chacun des 5 autres copropriétaires et il sera obligé de passer par le syndic. Tout d'un seul coup. Va devenir beaucoup plus compliqué, ralenti. Et il est souvent obligé d'ailleurs de renoncer à ce qu'il voulait. Et si maintenant, au lieu d'avoir une petite copropriété, nous avons un grand ensemble avec 27 copropriétaires, alors à ce moment-là, plus aucun des propriétaires n'est maître de quoi que ce soit, pas plus qu'aucun autre des 26 copropriétaires. Et donc c'est en fait le syndic qui habite à l'extérieur qui va décider de tout. C'est le seul qui sera suffisamment fort pour mettre tout le monde d'accord sur les travaux à mener. Nous avons ici une excellente illustration de ce qu'est un pays indépendant et souverain, une maison individuelle, l'Europe des 6 avec 6 appartements, l'Europe à 27 avec un grand ensemble. Pourquoi est-ce que c'est un système autobloquant? Eh bien tout simplement c'est ça le stratagème des chaînes. Parce que plus il y a de monde, et plus les intérêts contradictoires se multiplient, et plus cela bloque toute décision. Nous avons donc un système merveilleusement autobloquant. Et naturellement, c'est le syndic extérieur à l'Europe des 27 qui va décider de tout. Alors voilà, la situation c'est celle-ci. Comme on verra tout à l'heure, le discours de George W. Bush à l'université de Varsovie, nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie. Bah oui, bien sûr. Et pendant ce temps-là, c'est moi qui décide de tout. Ce qui est très intéressant, c'est que ce que je viens de vous dire depuis le début de cette conférence, c'est l'un des grands tabous de la vie politique française. Pourquoi donc les États-Unis veulent-ils maîtriser les pays d'Europe? La réponse, c'est deux objectifs essentiels. Premièrement, pour leur imposer une vision géopolitique et militaire conforme aux intérêts américains. Et deuxièmement, pour leur imposer une politique économique et commerciale conforme aux intérêts d'une oligarchie financière. Qui a invité officiellement l'ensemble des pays de la Baltique à la mer Noire à rejoindre l'OTAN et l'Union européenne? Qui a dit que toutes les nouvelles démocraties d'Europe de l'Est doivent avoir la même chance pour la sécurité et la liberté et la même chance de rejoindre les institutions européennes? Toutes les nations devraient comprendre qu'il n'y a aucun conflit entre l'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'Union européenne. Réponse, le président George W. Bush, dans son discours à l'université de Varsovie du 15 juin 2001, c'est là qu'il a dit dans ce discours, nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie. Au passage, permettez-moi quand même de souligner l'incroyable degré d'asservissement dans lequel nous sommes arrivés. Le résultat, on est passé de l'Europe des 15, l'Europe à 30 avec l'entrée de la Turquie avant 2020, qui d'ailleurs demande fermement l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Qui a dit je suis ferme dans mon soutien à l'entrée de la Turquie? Je crois très fermement que l'une des 4 ou 5 questions pour cette partie du monde est de savoir si la Turquie deviendra un partenaire de plein droit de l'Union européenne. La réponse c'est le président Clinton. Lors d'une conférence de presse à Ankara, cette photo est exceptionnelle, on le voit ici en train de parler avec le président Süleyman Demirel, décédé depuis lors, dans le bureau du président de la République turque à Ankara, en train d'examiner justement la géopolitique de la mer Égée, et Clinton disant « je continuerai à m'en faire l'avocat de cette entrée de la Turquie ». Et pourquoi l'entrée de la Turquie dans cette Europe à 33? Eh bien parce que la Turquie, en termes géopolitiques, est une espèce de balcon géostratégique qui permet de surveiller tout le flanc sud de la Russie, le Moyen-Orient, la sécurité d'Israël. C'est la stratégie américaine qui consiste à faire coïncider l'OTAN et l'Union européenne. Si vous ne voulez pas que la France se fonde dans une Europe à 28 ou à 30, si vous refusez l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, tout le monde s'en fiche. Ce n'est plus le gouvernement français qui décide. En l'espèce, pour l'élargissement, il faut s'adresser à M. Olli Rehn, le commissaire finlandais, chargé de l'élargissement. Je signale au passage qu'il est finlandais. Il a fait ses études aux États-Unis, au Minnesota, au St. Paul College, il est diplômé de Berkeley University. Il avait dit en son temps la Bulgarie et la Roumanie vont entrer dans l'Union européenne dès le 1er janvier 2007. C'est ce qui s'est passé. On vous a marié, vous savez, c'est des mariages arrangés. Ça y est, on est mariés avec des Bulgares, coucou, des Roumains. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Je rappelle d'ailleurs à cette occasion cet épisode de la guerre en Irak hallucinant. Le 5 février 2003, en pleine réunion du Conseil de sécurité, devant les caméras du monde entier, le secrétaire d'État américain agitant une fiole en disant que c'est un exemple du bacille du charbon produit en Irak et que moins de cuillères à thé de ce charbon pouvait causer des ravages. C'est la dépêche AFP du 5 février 2003, 22h25. Les diplomates des Nations Unies se sont regardés, certains ont commencé à s'en aller en courant. Ben oui, parce que si c'était vrai, et toute la maison de verre aurait dû être immédiatement remplie de morts. On a appris bien plus tard que tout était faux. Tout était faux. D'ailleurs, il avait également produit
des photos de bâtiments irakiens prises du ciel en affirmant qu'il s'agissait de sites de fabrication d'armes de destruction massive. Tout était faux. Le 6 février, le président de la République française de l'époque avait pris ses distances en disant ce qui a été dit hier par le secrétaire d'État américain justifie les inspections des Nations Unies, mais ces éléments ne sont pas en eux-mêmes de nature à modifier la proposition de la France qui propose un renforcement des inspections. Nous refusons de considérer que la guerre est inévitable. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aussitôt la France a été condamnée par une majorité des États membres de l'Union européenne, et notamment M. Javier Solana, haut représentant de l'Union européenne. D'ailleurs, qui est M. Javier Solana? C'est un boursier Fulbright du département d'État américain. En France, il faut savoir que la DST suit tous les anciens boursiers Fulbright, qui sont tous suspectés d'avoir noué des relations avec les services de renseignement américains. Et par ailleurs, il a été secrétaire général de l'OTAN. C'est lui qui représente la politique étrangère de l'Union européenne. Vous commencez à comprendre cette toile d'araignée qui est en train de nous ligoter, qui est là en espèces. Qui est-ce qui est à la tête de tout ce bins? Monsieur José Manuel Barroso, président de la Commission. Regardez-le, encore quelqu'un qui a l'air d'une droiture à forcer l'admiration. Monsieur Barroso, quand il était jeune, était le président de l'Union des étudiants maoïstes en 1974, après la révolution des œillets au Portugal. Pendant quelques mois, les États-Unis ont craint que le Portugal ne bascule dans le camp soviétique. Résultat, les Américains prennent peur. Et ils envoient un nouvel ambassadeur, monsieur Frank Carlucci, nouvel ambassadeur des États-Unis à Lisbonne. Membre éminent de la CIA, on en est sûr, puisqu'il est devenu ensuite directeur général adjoint de la CIA. Et M. Carlucci a fait son marché, en se disant quels sont les réseaux que je dois tisser pour empêcher la prise de pouvoir par les soviétiques. D'un seul coup, cet étudiant, issu de la petite bourgeoisie de Lisbonne, va connaître une carrière phénoménale. Pour le président de l'Union des étudiants maoïstes portugais, en 1975, il se retrouve 4 ans après avec une bourse de l'OTAN à Georgetown University, qui est une université qui se trouve à Washington, qui est un peu l'équivalent de l'ENA local, à ceci près quand même que c'est la pépinière des dirigeants de la CIA. Ensuite, la carrière de M. Barroso est presque faite. On annonce au congrès de Davos qu'une étoile politique est née. Les médias sont orchestrés pour faire monter en puissance M. Barroso au Portugal, qui devient d'ailleurs Premier ministre du Portugal, puisque tous les médias portugais chantent la louange de M. Barroso. José Barroso est resté célèbre dans son pays pour un scandale. Alors qu'il était Premier ministre, il a voulu en 2003 vendre de gré à gré la Société nationale du pétrole du Portugal au fonds Carlyle. Carlyle, le groupe qui appartient à la famille Bush, avec par ailleurs la famille Ben Laden, mais aussi dont le directeur est M. Frank Carlucci. Ça s'appelle un renvoi d'ascenseur. L'affaire avec l'envers du scandale, M. Barroso est obligé de faire machine arrière. Il n'a pas pu vendre de gré à gré un des fleurons du patrimoine national portugais. Il est actuellement président de la Commission, pour un mandat de 5 ans qui s'achève. Il va très probablement d'ailleurs être prorogé pour 5 ans. Cet homme est très très proche des Américains. Si vous voulez que la France protège mieux ses entreprises dans l'actuelle guerre économique, si vous voulez des mesures pour empêcher la mainmise des fonds de pension américains, justement, ou certains grands groupes internationaux, chinois ou indiens, sur les entreprises françaises, il faut savoir que ce n'est plus du tout le gouvernement français qui décide. Ça s'est produit, j'étais en fonction, je rappelle d'ailleurs avec quelqu'un qui en a ça tout à l'heure. Figurez-vous qu'en 2005, il y avait un Premier ministre français qui s'appelait Dominique de Villepin, et qui a dit « Je veux rétablir un certain patriotisme économique, j'ai décidé de prendre un décret anti-OPA pour protéger les secteurs les plus sensibles des rachats étrangers. » Aussitôt, Madame Nelly Kroes, commissaire néerlandaise chargée, elle était à Londres, elle a fait une déclaration à l'AFP. Confrontée à l'insécurité et à une perte de confiance collective, certains politiques sont prompts à rechercher des politiques régressives de repli sur soi. Ils veulent protéger les champions et des marques nationaux, même européens, des assauts du marché mondial, pour relancer les canards boiteux. Bah oui, si vous voulez aider une entreprise française, c'est forcément un canard boiteux. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants face à la résurgence actuelle de la rhétorique protectionniste. Ça n'est pas tout. Madame Kreuz, en mai juin 2006, a fait l'objet de révélations sensationnelles aux Pays-Bas. On a découvert qu'elle avait des liens privés avec Jan Dirk Palmberg. Qui est Jan Dirk Palmberg? C'est qu'on s'est découvert qu'il était membre d'une organisation criminelle, d'un certain Willem Holiday qui s'est spécialisé dans les extorsions de fonds, les faux et usages de faux, les enlèvements crapuleux, notamment l'enlèvement de Freddy Heineken, de la famille Heineken, et le blanchiment d'argent sale. Et là où ça a commencé à sentir très très mauvais, c'est lorsqu'on a découvert que Mme Kreuz possédait plusieurs immeubles importants à Amsterdam, à Rotterdam, à La Haye, dont elle était incapable d'expliquer comment elle les avait financés. À Paris, le parquet a ouvert une instruction contre Mme Kreuz. Tout a été étouffé. C'est elle qui fait plier le Premier ministre français sur des décrets anti-européens. En d'autres termes, une personne soupçonnée d'avoir participé à des opérations de blanchiment d'argent. Maintenant, pour défendre nos emplois, par souci de précaution élémentaire, vous voudriez que la France garde une industrie du textile, une industrie du meuble, une industrie des jouets, une industrie de la chaussure, une industrie de l'électroménager, etc., etc. Ça n'est plus le gouvernement français qui décide. Il faut désormais s'adresser à M. Mandelson, commissaire chargé du commerce jusqu'à récemment, il ne l'est plus depuis quelques semaines. Qui était M. Mandelson, le commissaire britannique? Il a été président à 23 ans de la Fédération de la jeunesse britannique, qui faisait partie de la World Assembly of Youth, créée et financée par la CIA américaine, pour lutter contre l'Assemblée des jeunes du monde, qui était l'émanation de l'autre côté. Ensuite, il a travaillé pendant 3 ans comme producteur d'émissions à la London Weekend Television. Il est devenu le spin doctor, comme on dit, c'est une espèce de gourou, d'Anthony Blair, spécialiste de la manipulation de l'opinion,
Il a inventé le nouveau parti travailliste britannique, le New Labour. Un jour, on lui a demandé c'est quoi New Labour. Il a dit c'est que je me sens terriblement à l'aise avec le fait que des gens accumulent une richesse obscène. En effet, c'est effectivement un nouveau parti travailliste, New Look. Vous voudriez que la France conserve une agriculture qui nous assure une autosuffisance alimentaire, qui garantisse la santé et la sécurité, qui assure un revenu correct aux agriculteurs, qui respecte l'équilibre social, un certain art de vivre, qui contribue à la beauté, à l'aménagement des territoires, qui préserve la fertilité des sols, qui ne nuise pas aux pays tiers. Mais c'est terminé. Le gouvernement français n'est pas qu'une bille. Ce n'est pas nous qui décidons. En l'espace, c'est cette dame, Madame Marianne Fischer-Boel, commissaire danoise, chargée de l'agriculture et du développement rural. Elle participe de tous ces gens qui ont décidé la mort de la politique agricole. Elle a été prête à sacrifier l'agriculture européenne sur l'autel de la mondialisation. On l'a vu le 23 septembre 2005. Outrepassant le mandat qu'elle avait eu des gouvernements européens, elle s'est déclarée prête à éliminer progressivement toutes les subventions d'exportation dès le premier jour de l'entrée en vigueur du cycle de Doha. Ce qu'on appelle de la haute trahison. Vous voulez que les Français cessent de perdre du pouvoir d'achat à cause de l'euro? Vous souhaitez que les taux d'intérêt ne soient pas trop élevés pour ne pas briser la croissance? Vous désirez que les taux de change de l'euro ne pénalisent plus nos exportations? Ce n'est plus le gouvernement français qui décide. Comme vous le savez, c'est la Banque Centrale Européenne. Et ce n'est pas parce qu'elle a à sa tête une personne d'une nationalité française, laquelle, que ça va changer quoi que ce soit. Je défendrai toujours férocement l'indépendance de cette institution. Mais le traité de Maastricht confirme M. Trichet dans cette prétention, puisque justement il est fait interdiction par le traité de Maastricht de demander à quelque gouvernement que ce soit de donner quelque instruction que ce soit. En d'autres termes, la BCE est totalement maîtresse de faire ce qu'elle veut. Elle est totalement indépendante de quoi, en définitive? Du suffrage des électeurs. Vous voudriez que la France maîtrise le budget de l'Union européenne et qu'elle conserve le bénéfice d'un certain retour de tout ce qu'elle verse à Bruxelles? Ce n'est pas le gouvernement français qui décide. C'est cette dame, Mme Grybauskaité, lituanienne, chargée de la programmation financière et du budget. Elle a 53 ans. Diplômée de Georgetown University, comme M. Barroso. Je veux augmenter le budget de l'Union européenne et diminuer la part de la PAC. En gros, ça veut dire qu'il va falloir que les Français payent plus au budget et reçoivent moins. À ce propos, l'Europe prend de l'argent à certains pays pour le donner aux autres. Les premiers étant l'Allemagne et la France. Donc, il faut bien comprendre que la France donne de l'argent, reçoit de l'argent, mais qu'elle en reçoit beaucoup moins que ce qu'elle donne, puisque justement, il s'agit d'opérer en fait un transfert de richesse tout à fait important. Ça, c'est encore quelque chose sur lequel tout débat est empêché. Le circuit des fonds européens. En 2008, la France a versé environ 19 milliards d'euros à Bruxelles, et la Commission européenne a rétrocédé environ 12 milliards d'euros à la France. Les 12 milliards d'euros nous sont revenus, mais avec un coloris bleu avec des étoiles d'or. On nous a dit, regardez la magnificence de l'Europe. Il s'agit d'une rétrocession à peu près des 2/3 de ce qu'on donne. C'est 7 milliards d'euros, 6 à 7 milliards d'euros qui sont prélevés par la Commission européenne, soit pour les donner à d'autres États membres, soit pour assurer ses propres frais de fonctionnement. Voilà quelque chose dont personne jamais ne vous parlera dans la ville de Millau, sur des panneaux publicitaires dans toute la ville. Pour révolutionner les nouvelles technologies, les étoiles de l'Europe, c'est mieux. L'Europe s'engage en Midi-Pyrénées. On fait donc croire aux populations que grâce à l'Europe, on va pouvoir mener une recherche, grâce aux fonds européens. On voit le même tour de passe-passe un peu partout en France, sur toutes les routes. Vous voyez les drapeaux européens qui apparaissent. Ici, le port autonome de Rouen. Les travaux du port autonome de Rouen sont financés par l'Union européenne, le port autonome de Rouen, le Conseil régional de Normandie, le Conseil général et la communauté d'agglomération rouennaise. Le principal bailleur de fonds a disparu, c'est la République française. La même chose partout, ici, par exemple à Strasbourg. Vous pouvez recevoir de l'argent dit européen à la condition de faire savoir, selon l'équipe qui vous est fournie, qu'il s'agit de l'argent d'Europe. Il y a donc bien une volonté délibérée de faire savoir tout autour de vous, heureusement que l'Europe est là, pour financer la recherche, parce que je me suis adressé au ministère de la Recherche et ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent. Est-ce que vous comprenez? C'est invraisemblable autour de passe budgétaire. D'ailleurs, les 34% restants, 50% vont aux agriculteurs, 16% en région, eux, ils ne vont pas en France, ils servent à financer la guerre d'Irlande et les pays du sud de l'Union européenne, désormais les pays de l'Est nouvellement tentés, mais aussi les pays candidats à l'adhésion, que l'on appelle la mise à niveau. La Bulgarie, la Roumanie, on en bénéficie actuellement, la Croatie, la Macédoine, la Turquie bénéficient de notre argent. Et également le fonctionnement des institutions européennes. Parce que tout ceci coûte extraordinairement cher. Toute la bureaucratie européenne vit très confortablement aux frais des contribuables et ne fait jamais l'objet de la moindre enquête ou de la moindre campagne médiatique, de dénigrement. Ça permet d'assister d'ailleurs au passage sur le fait que les députés européens pour lesquels vous êtes sommés d'aller voter vont recevoir grosso modo quelque chose comme 12 000 euros par mois. En 1969, lorsque De Gaulle quitte le pouvoir, le nombre de pages doit être environ de 200. Voyez ce qu'il en est advenu. En 2005, on en était à peu près à 180 000. Aux dernières nouvelles, on serait à 250 000 pages de réglementation. Cette tour de Babel bureaucratique engendre des charges administratives colossales pour les acteurs publics, pour les acteurs qui ont été faites récemment par un dossier de contribuables associés, mais qui s'appuie largement sur des études qui ont été faites par les Anglais, par les Allemands, qui sont des gens sérieux, et par les Néerlandais, qui sont des gens près de leur sous. Eh bien, on peut estimer que le coût pour l'État en France, on arrive à un total énorme d'au moins 60 milliards d'euros par an, en coûts directs et indirects. Si c'était ça, la raison pour laquelle la France se traîne, et pas seulement la France. Et si c'était cette mauvaise Grèce-là dont on ne parle jamais, 60 milliards d'euros, c'est considérable.
C'est considérable. Ça représente peut-être 1,5 à 2 points de croissance.